Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours, dédié à l'étude de cet objet mathématique qu'on appelle z sur nz. Donc cours vidéo, il s'agit essentiellement de faire les choses à votre rythme. J'ai tendance à dire en général que 45 minutes de vidéo correspondent à 2 heures de cours en présentiel, donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à faire les exemples par vous-même, à prendre des notes. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. Donc déjà, ce dont on a besoin dans des cours précédents, pas grand-chose à vrai dire. On a besoin de la division euclidienne, donc je vous rappelle qu'il s'agit de la division du primaire. Donc si on prend deux éléments de z, on va prendre b différent de 0, même si souvent b sera positif. Et donc il existe un unique couple QR avec q entier, r entier, a est égal à bq plus r. Donc q c'est le quotient, r c'est le reste. Donc le reste, on demande qu'il soit positif et qu'il soit inférieur à B. Comme on n'aura besoin que de B positif, voilà, j'évite la valeur absolue ici à ce niveau-là. Donc on a besoin de l'existence et même de l'unicité de cette division euclidienne. C'est ce que l'unicité, je la note par ce point d'exclamation. Il existe un unique. Et comme principal résultat d'arithmétique avancée, on va utiliser les relations de Bezout. Donc essentiellement, si on a deux entiers, alors on va les supposer non nuls. Dans ce cas-là, on sait qu'il existe des coefficients U et V qui sont à nouveau entiers, tels que AU plus BV soit égal au PGCD. Voilà, donc si ces deux résultats ne sont pas acquis pour vous, je vous laisse aller les rechercher dans le cours ou sur Wikipédia ou n'importe où. Et maintenant, on va pouvoir parler de ce qu'est cet objet z sur nz ici. Donc on part d'un entier n, qu'on va supposer supérieur à 2. Pour n égale à 1, ça n'apporte pas grand-chose. Et on va déjà parler de congruence. On dit que deux éléments de z sont congrus modulo n si leur différence est un multiple de n. Ça veut dire que a moins b s'écrit comme un n fois k, où k est un entier. Donc dans ce cas-là, au niveau des notations, on va dire que a est congru à b modulo n avec ces symboles-ci, ou avec ces symboles-ci. Alors, quelques exemples rapides pour qu'on soit tous sûrs de parler de la même chose. Donc, si on prend de la congruence modulo 10, on va dire par exemple que 87, il est congru à 77 modulo 10. Et puis, il est congru à plein d'autres choses. Il est congru à 7 modulo 10. La différence à chaque fois est un multiple de 10. 87 moins 7, c'est un multiple de 10. 87 moins 77 également. Et ça marche pareil avec les nombres négatifs. Alors, ça va être congru par exemple à moins 3 modulo 10. La différence entre 7 et moins 3 est un multiple de 10. Alors, si on travaille un petit peu sur cette définition-là, on va pouvoir reformuler les choses. Donc, proposition, on a A et B qui sont congrus modulo n si et seulement si il existe un entier tel que A s'écrive B plus un multiple de n, ici, k fois n. La démonstration va être très rapide. Dire que A moins B s'écrit k fois n, c'est la même chose que de dire que A est égal à B plus k. C'est tout. On va introduire un objet qui s'appelle la classe de congruence. La classe de congruence de B, par définition, ça va être tous les B plus k fois n. Donc ici, n est fixé et on fait varier k. Et donc ça correspond à l'ensemble des nombres A qui sont congrus à B modulo n. Donc par exemple, la classe de congruence de 0 modulo 10, vous avez le 0, le 10, le 20, le 30, et ainsi de suite. Et puis vous avez aussi moins 10, moins 20, et ainsi de suite. Et tout à l'heure, on avait la classe de 7, on avait le 87, le 77, le moins 3, le moins 13, et vous pouvez en rajouter un certain nombre d'autres. Une infinité en fait. Et ce qu'on peut remarquer, et ce qu'on va faire ensuite, c'est par exemple la classe de 0, c'est la même que la classe de 10. Donc c'est ce qu'on va formaliser tout de suite en passant par les restes des divisions euclidiennes. Donc si on part d'un nombre, qu'on prend sa division euclidienne par n, qu'on considère son reste, alors la classe de A, c'est la même que la classe de R, en termes de classe de congruence ici. Ça veut dire que les nombres qui sont congrus à A modulo n sont les mêmes que les nombres qui sont congrus à R modulo n. Démonstration, je prends un nombre x qui est congru à A modulo n, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que x s'écrive a plus k fois n. Et alors x, on va pouvoir remplacer le a à ce niveau-là. Il va s'écrire nq plus r plus kn. Et donc il va s'écrire un multiple de n plus r. Donc x est congru à r modulo n. Donc là, ce qu'on a écrit ici, ça traduit le fait que x appartienne à a bar, et ici, on arrive x appartient à r bar. Et donc la conclusion de ça, c'est que a bar est inclus dans r bar. C'est une démonstration classique d'inclusion. Et on peut faire le même calcul dans l'autre sens. Si on a x qui appartient à r bar, donc ça veut dire que x va s'écrire r plus kn. R, on peut le réécrire en fonction de a. A est égal à nq plus r, on réécrit r égale a moins nq.
Et donc x s'écrit comme a plus un multiple de n, où ici on a bien entendu moins q plus k qui est un entier. De même que ici, q moins k était aussi un entier. Petite typo, c'était un plus d'ailleurs ici. Donc x appartient à a bar et on a montré l'inclusion réciproque avec ce qu'on a ici, que a bar finalement est égal à r bar. Donc pour ceux qui ont fait le cours sur les relations, dans le cours ensemble et non complexe, ça correspond au fait, que cette relation de modulo, deux nombres sont en relation si et seulement si sont congrus modulo n, c'est une relation d'équivalence. Et ce qu'on écrit ici par a bar et par r bar, c'est les classes d'équivalence de notre relation de congruence. Donc c'est aussi pour ça que ça s'appelle les classes de congruence. Mais on peut le comprendre aussi de façon tout à fait élémentaire avec ces définitions-ci. Et donc une conséquence de ce point 2, c'est qu'il y a exactement n classes de congruence modulo n, et ces différentes classes, ce sont les classes des différents restes possibles. Donc les restes possibles, c'est tous les nombres entiers compris entre 0 et n-1. Donc toutes ces classes sont disjointes 2 à 2, ça veut dire qu'on va en avoir n différentes et que ces n différentes ne se recouvrent pas. Il n'y a jamais un élément qui est dans deux classes différentes. Donc la démonstration de ce point 3, déjà le point 2 implique qu'il y a au plus n classes, et que ces n classes, ce sont tous les restes possibles. Pour finir de démontrer ça, il suffit de démontrer en fait qu'elles sont toutes disjointes. Ça impliquera en particulier qu'elles sont tous distinctes. Donc on va prendre deux classes, donc avec deux restes, R et R'. Pour que ce soit des restes, ils sont compris entre 0 et strictement inférieur à n. On va supposer qu'il y a un élément A qui appartienne à ces deux classes, un élément en commun. Dans ce cas-là, notre élément A, on va pouvoir l'écrire d'une part sous la forme NQ plus R, et puis sous la forme NQ' plus R'. Et avec notre condition sur R et R', ça implique que ce sont deux divisions euclidiennes. Et donc par unicité de la division euclidienne, il y a un seul reste possible, donc R égale R'. Et donc en particulier, pour les classes de congruence ici, la classe de R, c'est la même que la classe de R'. Et alors donc si je reformule cette proposition différemment, on va déjà donner un nom à l'ensemble des classes de congruence, donc c'est le fameux objet qui nous intéresse, Z sur NZ. Z sur NZ, c'est un ensemble fini dont les éléments sont les 0 bar, 1 bar et ainsi de suite, jusqu'à n-1 bar. Et donc c'est un ensemble fini à n éléments. Vous partez de 0, vous arrivez jusqu'à n-1, vous avez n éléments, et donc ce sont les n classes de congruence distinctes. Et c'est cet ensemble, c'est un ensemble de classes de congruence, mais concrètement, on va souvent le manipuler avec juste ces n écritures possibles. C'est donc cet ensemble qui nous intéresse. Et ici, on sait aussi qu'on a 0 bar, c'est la même chose que n bar, 1 bar, c'est la même chose que n plus 1 bar, et ainsi de suite. Et même n-1, si on va dans l'autre sens, on peut dire que c'est la même chose que moins 1 bar. Tout décalage de n nous donne la même classe de congruence. Et donc, toujours pour faire l'analogie avec les relations, donc le fait d'être congru, c'est une relation d'équivalence, pour ceux qui ont vu le cours là-dessus. Les classes de congruence, ce sont les classes d'équivalence. Et ce fameux Z sur NZ, c'est le quotient de Z par la relation d'équivalence d'être congru modulo n. Et alors, quelques exemples classiques. Si on regarde ce que c'est que Z sur 2Z, vous avez deux classes possibles, 0 et 1. 0, c'est la classe de tous les nombres pairs, et puis 1, c'est la classe de tous les nombres impairs. Donc l'ensemble Z sur 2Z, c'est cet ensemble à deux éléments. Donc on ne va pas manipuler les ensembles d'ensembles, on s'en fiche que 0, ce soit toutes ces choses possibles, mais on retient juste que Z sur 2Z, c'est un ensemble à deux éléments. Et cet ensemble à deux éléments, en fait, il est utilisé partout. On va le raccrocher au binaire en informatique et donc à tout ce qui est théorie de l'information. Et puis des objets plus généraux vont être en lien avec des Z sur 2Z ou avec des choses qui sont des constructions algébriques qui sont un peu plus complexes que Z sur 2Z et toujours liées à du codage, à de la cryptographie, à de code correcteur d'image, à plein de choses en informatique. Alors quand même, quelques autres exemples qui me paraissent intéressants. Si vous pensez à Z sur 12Z, j'ai tendance à prendre cette image. Vous avez tous les points entre 0 et 11 qui vont donner une classe. Et on peut les représenter comme ça. Vous avez 0. Si vous rajoutez 1, vous avez 1. Et puis je pense que vous me voyez venir. Il m'en reste plus que 2 à placer, le 10 et le 11. Et le 0, c'est la même chose que le 12. En tout cas, en termes de classe de congruence. Donc pensez à une horloge, c'est vraiment ce cycle qui s'opère ici. Dès que vous arrivez à 11, pour passer à 12, c'est comme si vous repassiez à 0. Donc on peut dire que l'aiguille sur votre horloge, en tout cas la petite aiguille, elle vous donne des heures qui sont comprises dans Z sur 12Z.
Et si on pense à z sur 60z, ben, ce serait l'ensemble des minutes possibles dans une heure, entre gros guillemets. Quand vous arrivez à 59, vous revenez à 0. Votre grande aiguille n'encode pas plus que quelque chose dans z sur 60z. Elle ne garde pas en mémoire si elle a fait un tour, 2 tours ou plus de tours. Ok, donc on va partir maintenant du principe qu'on est familier avec cet ensemble et puis on va passer à quelques propriétés de cet ensemble. On va notamment en faire un anneau, donc on va lui adjoindre des lois plus, une loi plus, une loi fois. Et donc la première chose à faire pour voir qu'on peut bien additionner deux classes de congruence, c'est de vérifier que si je change de représentant dans la classe de congruence, ça ne change pas trop l'addition ici. Donc je prends deux nombres a et a' qui sont congrus modulo n, deux nombres b et b' qui sont congrus modulo n. Je fais l'addition de a plus b, je la compare avec l'addition de a plus b'. Ce que j'affirme, c'est que les deux additions sont congrues modulo n. Et puis même chose avec la multiplication. Donc la démonstration est assez simple. On écrit a sous la forme a' plus un multiple de n. Donc ici k est un entier. De la même façon pour b. Et a plus b s'écrit a' plus b'. Et puis je factorise tout de suite k plus q fois n. Donc ça montre directement que a plus b est congru à a' plus b' modulo n. Donc ça c'était pour l'addition, et maintenant la même chose pour la multiplication, on garde les mêmes notations pour a et b, et quand on fait a fois b, on développe, et on obtient a' plus knb' plus qna' plus kqn au carré, a' fois b', bien sûr au départ. Et donc à part le a', b', on peut tout factoriser par n, et tout ceci, c'est une somme de produits d'entiers, donc ça reste entier, c'est dans z. Donc on peut écrire notre relation de congruence entre les deux produits ici. Voilà, donc une fois qu'on a bien écrit cette propriété, on va pouvoir en déduire ce qui nous intéresse dans z sur nz. On peut enfin définir l'addition de deux classes. L'addition de deux classes, c'est la classe de l'addition de a et de b. Donc ça nous permet d'écrire des choses comme 1 bar plus 3 bars est égal à 4 bars. On va se placer dans z sur 5z par exemple. Mais par exemple, 3 bars, c'est la même chose que 8 bars. 1 bar, c'est la même chose que 6 bars. 6 bars plus 1 bar, ça fait 14 bars, mais c'est la même chose que 4 bars. Donc voilà, la définition ici ne change pas, même si ce qu'il y a sous la barre ici peut changer. La classe de congruence ne change pas. Donc cette addition a un sens. Même chose pour la multiplication, toujours grâce à la proposition précédente. On définit le produit de deux classes comme la classe du produit de deux représentants ici de la classe. Et donc la proposition importante qui est associée à tout ça, c'est que une fois qu'on a défini ces deux lois de composition interne sur z sur nz, ça nous donne un anneau commutatif. Et alors avec un peu plus que ça, donc au niveau des notations, ce sera 0 bar, l'élément neutre pour l'addition, et 1 bar, l'élément neutre pour la multiplication. Donc il n'y a pas de changement par rapport aux éléments neutres que vous connaissez dans z, dans R. Il faut juste rajouter la barre au-dessus, puisque les éléments de z sur nz sont des classes de congruence. Donc on a presque toutes les propriétés qu'on pourrait espérer, à l'exception d'une seule, c'est l'impossibilité de diviser ici. Et on verra un petit peu plus tard quand est-ce qu'on peut se permettre de diviser par un nombre, quand est-ce qu'on ne peut pas se permettre de diviser. Alors, petite démonstration du fait qu'il s'agisse d'un anneau commutatif. Vous pouvez la sauter, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vidéo est chapitrée. Donc pour avoir un anneau, il faut déjà démontrer que z sur nz plus est un groupe commutatif, ou abélien, c'est un synonyme. Donc on sait déjà qu'on a une loi de composition interne. Maintenant, il faut montrer qu'elle est associative. Il va falloir faire un calcul comme ceci et montrer que ça ne change pas si on change les parenthèses. Alors la définition de a bar plus b bar, c'est a plus b bar. Ici, vous avez une addition qui est dans z sur nz. Ici, vous avez une addition qui est dans z. Donc sur cette première addition, pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose. Sur cette deuxième, on connaît toutes les propriétés des additions dans z, en particulier le fait que ce soit associatif dans z. Ici, je vais pouvoir me permettre de ne pas mettre de parenthèses quand je viens rajouter le c. Je pourrais les mettre, mais dans z, on sait qu'on n'a pas besoin de parenthèses pour plusieurs additions. Et ensuite, ça, je vais pouvoir le redécomposer en a bar plus b plus c bar, puis en a bar plus b bar plus c bar. Donc plus c'est associatif dans z sur nz. Il nous faut maintenant un élément neutre. L'élément neutre, c'est 0 bar, puisque 0 bar plus a bar, ça fait 0 plus a bar, et 0 plus a, ça fait a. Il nous faut aussi le symétrique de a bar, et ben ça va être moins a bar, puisque moins a bar plus a bar, ça fait moins a plus a bar,
Ça fait 0 bar, et donc c'est bien l'élément neutre. Il nous faut aussi la commutativité de plus, puisqu'on demande un groupe commutatif ici. Mais à nouveau, c'est le même jeu. Quand j'additionne deux classes, je vais regarder ce qui se passe dans Z, et du coup, je peux réécrire B plus A bar. Ici, j'utilise le fait que plus soit commutatif dans Z. Donc on a obtenu déjà un groupe commutatif. Si on veut un anneau, il faut en plus montrer que la multiplication est associative, mais c'est le même jeu que tout à l'heure. Une fois que je l'ai écrit comme la multiplication de 3 éléments dans Z, je peux les réordonner comme je veux, en termes de parenthèses. Ici, je le fais en une seule étape, mais voilà, vous savez comment le redéplier par rapport à l'addition. Donc on a montré que la multiplication était associative. Il nous faut aussi la distributivité, toujours le même jeu. Je vous l'écris pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Encore une fois, il s'agit de tout faire par rapport aux propriétés qu'on connaît dans Z. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était A bar fois C bar plus B bar fois C bar. Et le point important ici, c'est qu'on a bien égalité entre ces deux choses, puisque c'est la distributivité dans Z. Donc ça nous assure qu'on a un anneau. Ce qu'on veut en plus, c'est que cet anneau soit commutatif et que 1 soit l'élément neutre pour la multiplication. Donc pour la commutativité, c'est toujours sous-entendu dans un anneau que c'est commutatif pour la multiplication, puisque l'addition est toujours requise comme étant commutative de base. Donc même démonstration. Et le dernier point, on veut l'élément neutre pour la multiplication. Et c'est acquis dès lors qu'on a réussi à écrire que 1 bar fois A bar était égal à A bar. Alors maintenant, quelques exemples de tables entières. Donc on peut faire une table de multiplication, une table d'addition. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut le faire sur tous les éléments à la fois, vu qu'on a un nombre fini d'éléments. Donc ici, si je fais l'addition de 0 avec 0, je vais trouver 0. Ici, je vais trouver 1, 0 plus 1. 0 plus 1 ici dans l'autre sens, je vais trouver 1. Naturellement, les tables vont être symétriques par rapport à votre diagonale ici. Et ici, je vais trouver 2, c'est-à-dire 0. Donc même chose pour la multiplication. Alors 0 fois n'importe quoi, on trouve 0, et puis 1 fois 1, ça nous donne 1. Ça, dans Z sur 2Z, c'est ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Vous pouvez chercher si vous n'avez jamais croisé. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de situations différentes en informatique. Je vous fais l'exemple dans Z sur 3Z. Donc en termes de multiplication, 0 fois n'importe quoi vous donne à nouveau 0. 1 fois 1, 1 fois 2, 2, et 2 fois 2, 4. Mais 4, c'est la même chose que 1 dans Z sur 3Z. Et alors on peut aller chercher d'autres exemples. Si on va regarder ce qui se passe dans Z sur 6Z par exemple, vous avez un phénomène intéressant. 2 bars fois 3 bars, ça fait 6 bars. Et 6 bars, c'est la même chose que 0 bars. Donc on va dire en fait que 2 et 3, en tout cas leur classe, sont des diviseurs de 0. Donc c'est une des choses qui fait que Z sur NZ est un petit peu plus compliqué à manipuler que les ensembles de nombres auxquels vous avez l'habitude, dans le sens où il peut exister ces diviseurs de 0. Et le fait que ces diviseurs de 0 peuvent exister, c'est directement lié au fait que Z sur NZ n'est pas un corps et ne peut pas être mis dans un corps. On ne peut pas diviser par 3 ici, parce que si on pouvait diviser par 3, ça reviendrait à dire aussi qu'on peut diviser par 0. Donc je ne vous explique pas exactement l'équivalence entre ces deux choses que je viens d'énoncer, mais on en verra des applications, et lorsque Z sur NZ sera un corps, on n'aura pas ce genre de problème en particulier. Alors si on pousse un petit peu, voir ce qu'on peut faire comme calcul dans Z sur NZ, déjà on peut passer aux puissances. Si on a deux nombres qui sont congruents entre eux, alors si on les met le premier à une puissance P, c'est la même chose que le deuxième à une puissance P. Donc le mieux c'est de faire une récurrence sur P appartenant à une étoile. L'initialisation elle est toute simple, on est en train de dire que A congru à B modulo n implique que A puissance 1 qui vaut A va être congru à B puissance 1 qui est égal à B modulo n. Ce qui va compter, c'est l'hérédité. Donc on suppose que A puissance P-1 est congru à B puissance P-1 modulo n, et toujours que A est congru à B modulo n. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on se retrouve avec A puissance P-1 bar multiplié par A bar. Ça va être une notation un petit peu plus pratique que ces congruences-là. A puissance P-1, on voit que c'est B puissance P-1 multiplié par B bar, puisque A bar égale B bar. Et donc on rentre tout sous la classe. Donc A puissance P-1 fois A va être égal, en termes de classe de congruence, à B puissance P-1 fois B. Donc on se retrouve avec A puissance P bar qui est égal à B puissance P bar. Ce qu'on a énoncé ici en termes de classe de congruence, c'est la même chose que ce qui est énoncé ici en termes de congruence entre A puissance P et B puissance P. Alors ça ne nous autorise pas non plus à faire n'importe quoi. Un résultat qui est faux et qui est souvent utilisé,
donc que je vous déconseille d'utiliser, on n'a pas le fait que les deux puissances ici soient congrues entre elles modulo n, ça n'implique pas que a puissance p soit congru à a puissance q. Donc si je prends par exemple n égale 3, donc j'ai 1 qui est congru à 4, mais si je fais 2 puissance 1, donc la classe de 2 puissance 1, c'est la classe de 2, et si je fais par contre la classe de 2 puissance 4, donc c'est la classe de 16, et 16 c'est 3 fois 5 plus 1, donc c'est la classe de 1. Donc ici, ces deux choses-là sont bien différentes. Mais ces égalités entre puissances ici sont bien pratiques. Je vous donne un exemple d'application. Si vous voulez faire 2022 à la puissance 2022, par exemple, modulo 3, bah vous pouvez juste remarquer que 2022, c'est un multiple de 3. Donc ça implique que la classe de 2022, c'est la même que la classe de 0. Et donc avec ce qu'on a vu, la classe de 2022 à la puissance 2022, c'est la même que la classe de 0 à la puissance 2022. Mais 0 fois 0 fois 0, fût 2022 fois, ça nous donne toujours 0. Donc ces calculs-là, ici, sont faits dans Z sur 3Z. Vous allez apprendre de toute façon à jongler entre cette écriture modulo 3 et puis ces écritures ici entre des classes de congruence. Je vous donne un exemple un petit peu moins simple. Si on passe à la place de 2022, si on prend 2021, 2021 à la puissance 2021, donc on va regarder la classe toujours dans Z sur 3Z. Alors 2022 était congru à 0 modulo 3, ici du coup ça va être congru à moins 1 modulo 3, et on garde la même puissance, le résultat précédent, ici nous affirme qu'on a le droit de faire ce genre de choses. Et donc moins 1 puissance quelque chose, alors moins 1 puissance 1 ça fait moins 1 puissance 2 ça fait moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1, et à chaque fois on multiplie par moins 1, donc on obtient à chaque fois nombre pair, impair, pair, impair. On sait que moins 1 puissance n, c'est moins 1 si n est impair, et c'est 1 si n est pair. Donc ici on obtient quelque chose d'impair, on obtient moins 1 bar. Si vous voulez le réécrire comme un résultat compris strictement entre 0 et 3 strictement, vous obtenez ici 2 bars. Troisième cas de figure, encore un peu moins simple. On va se placer dans Z sur 5Z. 2022 à la puissance 2022, c'est la même chose que 2 à la puissance 2022. Faites la division euclidienne de 2022 par 5, votre reste ça va être 2, tout comme la division par 10 en fait. Et pour deviner ce que c'est que ce 2 à la puissance 2022, vous pouvez tâtonner, voir ce que ça donne au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est de faire 2 puissance 1, ça fait 2, et même en termes de classe de congruence. 2 au carré, ça fait 4. 2 au cube, ça fait 8, et 8 c'est la même chose que 3 dans Z sur 5Z. 2 puissance 4, bah, c'est 2 au cube fois 2. Et les classes de congruence, vous pouvez les mettre à l'endroit que vous voulez, au-dessus de la multiplication d'entiers, ou les séparer ici. Et donc ici, ça vous fait 3 fois 2, 6, et 6, c'est la même chose que 1. Et bien c'est reparti. Maintenant, si on fait 2 puissance 5, on obtient 2 puissance 4 fois 2, c'est-à-dire 1 fois 2, c'est-à-dire 2. On voit ici qu'en fait, on va avoir une boucle qui se met en place, puisqu'à chaque fois qu'on multiplie par 2, on va obtenir successivement 2, 4, 3, 1. Et une fois que vous êtes arrivé sur 1, vous remultipliez par 2, ça vous donne 2, toujours avec les classes. Puis on vous remultiplie par 2, ça vous redonne 4, 3, 1. En fait, ça vous fait un cycle un petit peu infini. Donc une fois que tout ça c'est écrit, vous pouvez compléter le calcul au-dessus. Quand vous voyez que vous avez une boucle en 3 éléments ici, en 4 éléments, pardon. Dès que vous tombez sur 2 puissance 4, ça fait 1. Vous pouvez réécrire cette puissance peut-être comme 2 à la puissance 2020 fois 2 au carré. Et 2020, c'est un multiple de 4. Donc faites votre division. Ici, on va avoir du 505. Donc vous avez du 2 puissance 4 à la puissance 505 multiplié par 2 au carré. Et ici, votre 2 puissance 4, vous savez que ça vaut 1. Et donc au final, il ne vous reste plus que le 4 ici, puisque 1 à la puissance 505, c'est juste 1, et 2 au carré, ici, vous avez la classe de 4. Comment calculer un truc horriblement compliqué? En faisant les bonnes réductions. Donc déjà, la réduction de ce premier 2022 que vous allez mettre à une certaine puissance, le réduire modulo 5, ça vous donne 2. Et ensuite, la puissance, il faut gérer un petit peu pour voir quand est-ce qu'on retombe sur 1, mais quand on voit que quand on fait un cycle ici de 4, on retombe nécessairement sur 1, il suffit d'enlever ensuite un certain nombre de fois 4 à 2022, donc faire la division de cette puissance 2022 par 4, ce qu'on a utilisé dans un deuxième temps, donc c'était 2022 est égal à 4 fois 505 plus 2. C'est ce qui apparaît à ce niveau-là. Donc le fait que ce soit dans Z sur 5Z et qu'ici il y a un 4 en cycle, c'est un petit peu exceptionnel, ça dépend en fait du nombre que vous avez.
Pour les nombres premiers, on pourrait montrer que ça marche toujours. Dès que le nombre n'est pas premier, les formules vont être horriblement plus compliquées. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de tâtonner pour voir quel cycle vous avez. Quand est-ce que vous retombez sur 1? Et à chaque fois que vous retombez sur 1, ça ne contribue pas à la puissance, puisque vous avez des multiplications par 1 505 fois ici. C'est ça qui permet de tout simplifier à ce niveau-là. Donc on va pousser un petit peu. Si on pousse ce genre de résultat, on peut voir quand est-ce qu'on a un corps. Z sur nz plus fois est un corps si et seulement si n est premier. Donc je vous rappelle que pour avoir un corps, il faut partir d'un anneau commutatif et voir si tous les éléments non nuls sont inversibles. Donc c'est ça qu'on va essayer de traduire ici. Donc la démonstration, on va essayer de voir ce que ça signifie déjà être inversible. Donc on va prendre un entier, mais un entier qui est compris entre 0 et n-1. Donc on considérera ensuite sa classe de congruence. Et dire que la classe va être inversible dans z sur nz. Donc ça va revenir à dire qu'il existe certaines classes. Donc on va partir d'un u et dire qu'on a a bar fois u bar qui est égal à la classe de 1. Donc nos classes ici, c'est dans z sur nz. Dire que a bar est inversible dans z sur nz, c'est exactement la phrase d'au-dessus. Mais on va le traduire en termes de ce qui se passe sur les entiers. Ça signifie que la différence entre AU et 1, c'est un multiple de n. Ça veut dire qu'il existe k appartenant à n avec AU est égal à 1 plus k fois n. Alors moi, ça va même m'arranger de le réécrire dans l'autre sens, d'écrire 1 comme AU plus un multiple de n. De toute façon, en changeant k en moins k, ça donne la même chose. Et donc déjà, si U et K existent, alors c'est une des propriétés qu'on avait vues avec Bezout, et donc en particulier sur les équations non-franciennes. On obtient que A et N sont premiers entre eux. On a deux coefficients ici, U et K égale V, tels que AU plus NV est égal à 1. Donc le PGCD entre A et N ici vaut 1, c'est-à-dire que A et N sont premiers entre eux. Et réciproquement, si le PGCD vaut 1 ici, par Bezout, il existe U et K appartenant à Z. Alors pardon, ici mon K ici, il faut que je le prenne dans Z, a priori. Il existe U et K dans Z, tel que AU plus KN est égal à 1. Dont on a vu qu'il était équivalent au fait que A était inversible dans Z sur NZ. Donc on s'est ramené à l'inversibilité de A dans Z sur NZ, au fait que ceci, alors il faut l'existence du U ici, et au fait que le PGCD entre les deux vaut 1, chacune des deux étoiles montrant un sens d'équivalence. Et donc maintenant on veut relier ça au fait que n puisse être un nombre premier. Alors si n est premier, on sait que le PGCD entre A et N, c'est soit 1, soit N. C'est valable pour tous les nombres premiers. Mais maintenant, A, il est strictement plus petit que N, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'il soit un multiple de N. Le seul cas où il pourrait être un multiple de N, c'est si A égale 0. Mais dès que A est non nul, le PGCD vaut 1. Et donc notre élément est inversible. La conclusion ici, c'est que tout A bar appartenant à Z sur NZ privé de 0, donc on enlève la classe de 0, est inversible. Et donc ça signifie que Z sur NZ est un corps. Pour avoir un corps, on demande que tous les éléments non nuls sont inversibles. Donc on a un sens. Si notre nombre est premier, n ici, Z sur NZ est un corps. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'autre sens. Ça ne demande pas beaucoup plus de travail. Donc on va supposer que n n'est pas premier. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe un diviseur d qui est compris entre 2 et n-1, tel que d divise n. Et là, on sait que le PGCD entre d et n, ici, ça va être d. Et donc, si on regarde la classe de d, qui est différente de la classe de 0, hein, puisque d il est strictement compris entre 1 et n, on sait que lui n'est pas inversible. Donc en particulier, z sur nz n'est pas un corps. Donc ça termine la démonstration, mais je reviens sur l'exemple qu'on avait dans z sur 6z. 6 n'est pas un nombre premier, donc z sur 6z n'est pas un corps. Et on a relié cette propriété directement aux propriétés des diviseurs, que ici, par exemple, 2 bar n'a pas d'inverse. Chose qu'on pourrait vérifier directement en faisant tous les produits possibles. 2 bar fois 0 bar, ça fait 0 bar. 2 bar fois 1 bar, ça fait 2 bar. Puis on obtient 4, 6 qui est 0, 8 qui est 2, puis 10 qui est 4. Mais on obtient à chaque fois des choses qui sont différentes de 1 bar. Mais par contre, si on va chercher du côté de z sur 5z, eh ben, on a 1 bar fois 1 bar qui vaut 1 bar, donc 1 il est inversible. 2 bar fois 3 bar qui est égal à 1 bar, donc 2 c'est l'inverse de 3. Et puis, dernier calcul, 4 bar fois 4 bar, ça fait 16 bars, ça fait
1 bar. Donc 4, c'est l'inverse de 4. Donc tous les éléments ont un inverse. 2 a pour inverse 3, 3 a pour inverse 2, 1 a pour inverse 1, 4 a pour inverse 4. Et z sur nz, z sur 5z ici est un corps. Et c'est lié au fait que 5 soit un nombre premier. Et puis il nous reste un dernier résultat à voir. C'est ce qu'on appelle le théorème des restes chinois. Donc on va supposer qu'on a un nombre n qui va se décomposer comme un produit de certains nombres ni. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notation, ça veut dire que n, ça va être n1 multiplié par n2, multiplié ici par un dernier terme nk. On va fixer des classes de congruence A1, AK. Donc on veut chercher un nombre x qui soit congru à tous les AI modulo ni. Donc ça nous donne plein de congruences. Ce que ce théorème dit, c'est qu'il va exister un nombre qui va être congru à toutes ces possibilités modulo chacun des ennemis, à une condition quand même, il va falloir que les ennemis soient 2 à 2 premiers entre eux, que leur PGCD fasse 1, c'est-à-dire que le PGCD entre N1 et N2 fasse 1, le PGCD entre N2 et N3 aussi, et ainsi de suite. Et alors comment ça se traduit ça dans Z sur NZ? Ça se traduit par le fait qu'on a une bijection, une application bijective. Donc bijective, ça veut dire qu'on peut aller dans un sens et dans un autre, et il y a une réciproque à cette application. Donc on va prendre n'importe quel élément modulo n, donc n'importe quelle classe de congruence modulo n. Cette classe de congruence, on va pouvoir regarder la classe de x modulo n, on va pouvoir l'envoyer sur la classe de x modulo chacun des ennemis. Ça va nous donner une application qui est bien définie, il faut montrer qu'elle est bien définie, mais que ça ne change pas, le résultat de cette application ne change pas si on change le x ici, si on fait x plus n par exemple. Et qu'en plus, on peut revenir dans l'autre sens, c'est-à-dire que, et là c'est un petit peu ce qu'on voit avec ce qui est énoncé ici, si on fixe des classes de congruence ici dans chacun des ennemis, donc si on fixe le AI bar, donc ici on aurait A1 bar, A2 bar, AK bar, on peut trouver un élément x qui va être unique modulo n, donc une classe de congruence modulo n qui nous donne notre KUplay ici A1 jusqu'à AK à travers cette application. Donc c'est écrit formellement, il faudrait peut-être mieux le voir sur un exemple. Donc l'exemple le plus simple que je connaisse, on va prendre n qui est égal à 2 fois 3, donc 2 c'est n1, 3 c'est n2. Et on va regarder ce qui se passe dans z sur 6z. Donc z sur 6z, bah, vous avez 6 éléments, 0, bar, 1 bar. Et puis pour chacun, vous pouvez regarder ce que ça donne en termes de couple dans z sur 3z, z sur 2z, croix z sur 3z. Donc on va prendre un couple où le premier élément est dans z sur 2z et le deuxième dans z sur 3z. Bon ben 0, quand vous mettez modulo 2 ou modulo 3, ça vous donne 0 et 0. 1, modulo 2 et modulo 3, ça vous donne 1 à chaque fois. 2, quand vous le prenez modulo 2, ça vous donne 0. Et modulo 3, ça vous donne 2. Alors pour les autres, je vais changer d'endroit ou écrire, sinon j'aurai plus de place. 3 modulo 2, ça vous donne 1. Et modulo 3, ça vous donne 0. 4 modulo 2, c'est 0. 4 modulo 3, c'est 1. Et puis 5 modulo 2, ça donne 1. Et modulo 3, ça donne 2. Et si vous regardez tous les couples ici qu'on a créés, c'est tous les couples possibles où le premier élément est dans z sur 2z et le deuxième élément dans z sur 3z. Alors quand le premier élément du couple vaut 0 ici, ben on a 0, 0, 0, 1, 0, 2. Quand le premier élément du couple vaut 1, on a 1, 0, 1, 1 et 1, 2. Si vous devez avoir pour les AI ici le couple 1, 2, et ben vous regardez ici 1, 2, ça correspond à x égale 5. Et ça marcherait aussi modulo 6 à n'importe quel nombre congru à 5 modulo 6, donc 11, moins 1 et ainsi de suite. Ok, donc il va nous falloir une démonstration. Donc le cœur du résultat ici, c'est de montrer déjà que le x existe et ensuite qu'il est unique modulo n. Donc on va commencer par l'existence. Déjà, si on a un seul nombre qui apparaît, le résultat est clair. Ça correspond au cas de figure où x est congru à un certain nombre modulo juste n1, mais n1 ça va être n, c'est un produit sur un seul élément. Et donc dire que x est congru à a modulo n, ça va être la même chose que dire que x va exister et va être unique modulo n. Donc maintenant on va supposer k supérieur ou égal à 2. Et alors ce qu'on voudrait, c'est se ramener au terme au k égale 2 par récurrence. Donc ce qu'il faudrait faire en fait, c'est montrer déjà que les hypothèses vont être conservées par récurrence. Donc n, on l'a écrit comme le produit d'un certain nombre de choses. Je vais scinder ce produit en deux
Et ce que je voudrais, c'est que l'hypothèse que ça reste premier entre eux soit conservée. Donc ce que je voudrais, c'est que quand j'ai d'un côté NI et puis de l'autre côté le produit de tous les NJ avec J différents de I, je voudrais que ça nous donne des nombres premiers entre eux. Donc ça, on peut le faire par récurrence. Avec Gauss, je vous propose une autre démonstration à base de nombres premiers. On va faire une démonstration par l'absurde. Supposons qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Alors, ils ont un diviseur premier en commun. Il suffit de prendre un diviseur premier du PGCD. Ce diviseur premier, ça va être un diviseur de NI et puis d'un des facteurs ici. Divise NI et au moins un des NJ pour J différent de I. Puisque la décomposition en facteur premier du produit des NJ, eh ben, vous allez prendre le produit de chacune des décompositions en facteur premier des NJ. Mais on a supposé que NI et NJ étaient premiers entre eux, donc le PGCD entre NI et NJ vaut 1, et on a une contradiction avec le fait que P divise à la fois NI et NJ. Donc ça, c'était notre raisonnement par l'absurde. Je vous laisse vous référer au document pour une démonstration du même résultat avec Gauss. Maintenant, je vais me servir de ça pour sortir une relation de Bezout. Il va exister des coefficients UI et VI, des coefficients entiers tels que NI fois UI plus produit des NJ pour J différent de I, VI est égal à 1. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est que maintenant, on va pouvoir poser XI comme étant ce produit pour J différent de I des NJ VI. Et alors, plusieurs choses. Ici, on va regarder à quoi il est congru modulo les différents n indices i possibles. Alors, modulo ni lui-même, xi, si on lui rajoute un certain nombre de fois ni, on trouve 1. Donc, xi, il est congru à 1 modulo ni. Et il est congru modulo chacun des nj à 0, puisque c'est des multiples des nj pour chaque j différent de i. Donc maintenant qu'on a trouvé des xi qui sont congrus à 1 modulo un nombre donné et 0 par rapport à tous les autres, alors ce qu'on peut faire, c'est prendre pour x la somme des ai xi. Donc on prend chacun des xi, on multiplie par le coefficient ai qui correspondait à la chose à laquelle on voulait que x soit congru modulo ni. Et puis dans ce cas-là, modulo ni, x bar va s'écrire la somme des... Alors je vais changer d'indice ici, je remplace cet indice-ci par un indice j, puisqu'on a le i ici qui est fixé par ce ni-là. Et donc on a des classes ici, mais ici, le xj modulo ni, on sait qu'il fait 0 si j est différent de i. Donc on a un seul terme qui survit, et finalement c'est le ai bar xi bar, mais ici modulo ni vaut 1, donc on trouve ai bar. Donc on a trouvé notre x qui est congru à ai modulo ni. Et alors ça c'est valable pour tout i, compris entre 1 et k. Alors maintenant on va peut-être montrer que l'application qu'on considérait ici est bien définie. On va considérer cette application, alors a priori elle est définie que pour x qui appartient à z, et on va montrer qu'elle ne dépend que de la classe de x modulo n. Et donc pour montrer ça, il faut prendre un y qui soit égal à x plus un multiple de n. N, lui, c'est un multiple de chacun des ni. Je rappelle que sa définition ici, c'était le produit de tous les ni. Donc ceci, on peut le réécrire comme x plus k produit des nj pour j différent de i, et puis le ni qui sort ici. Donc ça veut dire en tout cas que x est congru à y modulo ni. Donc vous avez une application qui est bien définie ici, mais maintenant vous pouvez vous permettre de rajouter ici le z sur nz. Vous avez le droit de prendre un x juste modulo n. Donc on a une application qui est bien définie. On sait que c'est une application qui peut atteindre toutes les images possibles. C'est ce qu'on a fait dans la partie existante. En termes d'application, on peut dire que l'application est surjective. Elle atteint toutes les classes ici, tous les cas uplets de classes possibles. Et on voulait montrer l'unicité de x modulo n. Il reste à montrer que c'est une application qui est injective, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas envoyer deux classes différentes modulo n vers le même résultat ici. Donc voilà, j'ai renoté tout ça ici. Les images sont atteintes par l'application, donc elle est surjective. Mais maintenant, on a n classes au départ. Donc ici, on a n éléments. Et puis, à l'arrivée, on a n éléments également. Parce qu'on a n1 possibilité ici, n2 possibilités ensuite, jusqu'à nk possibilités. Et donc, tout ça, ça fait n. Donc, comme on a autant d'éléments dans l'espace de départ que dans l'espace d'arrivée, et que tous les éléments de l'espace d'arrivée
sont atteints par un point de l'espace de départ, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux éléments différents d'espace de départ qui s'envoient sur le même point à l'arrivée. C'est ce qu'on appelle une application injective. Donc je le retraduis en langage mathématique. Si x bar est différent de y bar modulo n, en termes de congruence, ce sera peut-être plus propre. Dans ce cas-là, il y a un indice i, au moins pour lequel x n'est pas congru à y modulo ni. Et donc si je reviens sur l'énoncé du théorème, ça correspond ici à cette unicité modulo n. Voilà, donc une dernière remarque maintenant. On pourrait montrer que cette application ici, notons la phi, est ce qu'on appellerait un isomorphisme d'anneaux. Alors il faudrait que je vous explique ce que c'est qu'un morphisme d'anneaux et un isomorphisme. Iso, c'est pour le côté bijectif ici, qu'on puisse aller dans un sens et dans l'autre. Et morphisme d'anneau, c'est un peu comme morphisme de groupe, ça va respecter la structure d'addition, la structure de multiplication. Pour ceux qui sont en maths, vous verrez peut-être ce genre de choses, mais peut-être plutôt en L3. Mais voilà, l'idée générale, c'est que, par exemple, z sur 6z va se comporter comme z sur 2z croix z sur 3z, mais pas seulement comme ensemble, aussi en termes d'anneaux, c'est-à-dire que si vous faites l'addition d'un côté, ça donnera la même chose que l'addition de l'autre côté, et la multiplication du côté z sur nz, ça donnera la même chose que la multiplication dans z sur 2z et z sur 3z. Je vous donne juste un exemple. Si vous faites, je ne sais pas moi, 2 fois 4, 2 fois 4, ça fait 8, ça fait 2 dans z sur 6z. Et regardons ce que ça donne en termes de couple, dans z sur 2z croix z sur 3z. Vous obtenez ici 0,2 à multiplier par 0,1, donc ça va vous faire 0 fois 0, 0, 1 fois 2, 2, et donc vous allez obtenir 0,2 qui est bien la classe de 2 dans z sur 6z. Bon, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Si vous devez retenir quelques petites choses de cette leçon, ben, c'est comment manipuler des classes de congruence. Le fait par exemple que 6 bars ce soit la même chose que 0 bar ou que 5 bars ce soit la même chose que moins 1 bar. C'est comment faire des tables d'addition, des tables de multiplication dans z sur nz. C'est comment manipuler aussi des puissances, ce genre de choses. C'est comment aussi repérer si z sur nz est un corps. Donc ici vous avez un critère qui est très simple. Et vous aurez aussi un certain nombre d'exercices sur ce théorème des restes chinois, où on vous entraînera à retrouver ici les termes par ce genre de construction avec Bezout. Donc ici c'est tout à fait explicite, mais quand vous le verrez sur des exemples, ça devrait être plus simple. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt pour le prochain cours.